On va poursuivre sur le sujet avec Justin Massy, qui est co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, et Yann Brault, professeur d'études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord et avant tout, quelle est votre réaction à ce qu'on a vécu ce midi, à ce qui s'est passé, mais surtout à ce qui va arriver à partir de maintenant? Est-ce que c'est une chicane qui a duré un petit moment ou ça vient redéfinir les relations entre les États-Unis et l'Ukraine à partir de maintenant? Yann Brault. Mais la relation entre M. Trump et M. Zelensky était déjà tendue. Elle était tendue depuis sa réélection, puisqu'on sait que le conflit entre les deux hommes remonte à la première administration Trump, au moment où M. Trump avait demandé la collaboration du président Zelensky pour l'aider à mieux documenter le rôle de l'administration Biden, de son garçon Hunter, qui était impliqué dans des affaires un peu louches en Ukraine. Il avait siégé sur une compagnie gazière en Burisma pour laquelle il était payé 50 000 $ par mois sans avoir de compétences sur l'industrie énergétique. Donc, Trump avait déjà une crotte sur le cœur contre M. Zelensky avant d'être réélu. Il y a une certaine cohérence dans sa ligne directrice qui consiste à vouloir en terminer avec ce conflit-là qui risque d'escalader avec une attention qui est portée vers la Chine et qui doit conséquemment ne plus focusser sur la Russie. Donc, il y a un changement absolument spectaculaire, un revirement de politique étrangère de l'administration américaine qu'on connaissait déjà et qui suppose en fait de se retirer. On retire les billes du jeu en Ukraine et on laisse finalement les Européens réparer les pots cassés. Alors tout ça semblait déjà bien canné depuis une semaine avec la déclaration du ministre secrétaire de la Défense, Exet, qui avait dit non, l'Ukraine ne recouvre pas l'entièreté de son territoire. L'Ukraine devra abandonner l'ambition de rejoindre l'OTAN. Et là, on avait quand même eu une lueur d'espoir parce qu'avec cette histoire-là des terres rares, c'est comme si on était en train de dire aux Américains, bien, si on trouve une façon de vous impliquer dans le développement de cette richesse-là, ça sera une façon pour vous de trouver une raison de continuer de soutenir l'existence de notre État indépendant et d'offrir certaines garanties de sécurité. Donc, on a essayé, on a espéré avec ce dossier-là aller chercher des garanties de sécurité. Et bien là, on l'a vu, la réponse c'est non, et c'est non d'une façon tout à fait fracassante et tragique pour les Ukrainiens. Est-ce qu'il y a un guet-apens dans ce qui s'est passé aujourd'hui, Justin Massy, d'amener Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, à la Maison-Blanche, en présence de J.D. Vance, c'est lui, dans le fond, qui a déclenché les hostilités après un commentaire qu'il n'a pas aimé de Volodymyr Zelensky, mais lui demandant d'être reconnaissant envers le président, envers les États-Unis, qu'il n'était pas respectueux. Et c'est à ce moment-là que ça a complètement dégénéré, cette discussion. Je ne crois pas que c'était prémédité, qu'on a voulu amener Zelensky à la Maison-Blanche pour le mettre devant les médias. Je crois qu'on a assisté vraiment à quelque chose qui n'était pas prévu et qui a escaladé vraiment comme une empoignade comme on n'a jamais vu à la télévision en direct et qui peut nous donner une idée de ce qui se fait derrière les portes closes, de comment on se parle quand il n'y a pas de médias aussi, si c'est ça qu'on fait publiquement. Imaginez comment on se parle dans le blanc des yeux quand il n'y a pas de caméra. Mais je pense que la personne qui perd aujourd'hui, c'est Zelensky. C'est une grande bourde diplomatique. Parce que une la bourde relation, diplomatique comme Yann le disait, de Zelensky? Absolument. Parce que comme Yann le disait, la relation entre les Zelensky et Trump était une montagne russe. D'abord qualifié de dictateur par Donald Trump et ensuite le meilleur président de l'Ukraine le lendemain. Il dit « j'ai jamais dit ça, qu'il était un dictateur ». Bref, c'est une relation vraiment houleuse. Et il arrivait avec l'espoir de signer cette entente-là sur les minerais pour donner le deal que Donald Trump souhaite tant obtenir et qui lui aurait donné la faveur des États-Unis en appui à l'Ukraine à sa demande principale des garanties de sécurité, qui concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? La possibilité qu'il y ait une force européenne, britannique, française notamment, qui serait déployée sur le sol ukrainien, en Ukraine libre, pour assurer la paix après un cessez-le-feu. C'était l'espoir de Zelensky. Cet espoir-là s'est effondré aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas cette signature de l'accord minerai, pourquoi les États-Unis vont continuer à pousser pour une force européenne? Au contraire, on donne des munitions à Donald Trump qui dit « Regardez, moi, j'ai tenté de faire la paix et l'Ukraine ne veut pas. Donc, c'est pas de ma faute. » Mais est-ce que Donald Trump voulait conclure une entente aujourd'hui? Absolument. Vous avez vu les images, vous avez entendu ce que vous avez entendu. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté du côté des États-Unis d'arriver à une entente aujourd'hui?
avec Volodymyr Zelensky. Si Zelensky est certainement pas dans la meilleure des positions présentement, il cherche l'appui des États-Unis, il a besoin de l'appui des États-Unis. Ça aurait été quoi son intérêt d'aller provoquer le président des États-Unis aujourd'hui? C'était certainement pas son intérêt d'aller provoquer. Je pense que Justin a tout à fait raison de dire qu'il y a une dimension interpersonnelle, émotive, irrationnelle, improvisée. On l'a assisté, on a quand même accès à une source primaire intéressante là, de voir en temps réel deux personnalités politiques hautement médiatisées qui ont fait leur capital de sympathie politique par leur habilité de s'adresser directement à la population. Donc, passez-moi l'expression anglaise, mais c'est deux showman qui se sont livrés à une bataille devant le public. Et il y a dans ça, je pense, une dimension importante qui est celle de l'opinion publique internationale où les deux tentent d'agir sur ce plan-là. Donc, la dernière carte qui reste à Zelensky, c'est un peu de rallier l'indignation dans les chancelleries occidentales en disant « Vous ne pouvez pas accepter d'avoir à Washington un type qui remet en question un système international fondé sur la règle de droit, qui considère que je suis dictateur et non pas Vladimir Poutine. » Et donc, c'est comme si Zelensky cherche à passer par-dessus la tête de Trump et s'adresser directement au public américain pour tenter de mobiliser une opinion publique favorable et de redynamiser les forces de soutien à l'Ukraine. Et que M. Trump, au contraire, en poursuivant un objectif de paix, qu'est-ce qu'il souhaite faire? Il doit détricoter le narratif qu'on entend depuis 4 ans, comme quoi Vladimir Poutine est un criminel de guerre avec qui on ne peut plus parler, et il doit le ramener à la négociation. Donc, il doit changer la façon qu'on a de voir les choses en Ukraine, et en utilisant comme ça ces indélicatesses, voire ces impolitesses du président ukrainien, bien, il tente de convaincre sa propre opinion publique en disant, voyons, on a raison de ne pas soutenir ce type-là parce que ce type-là n'est pas intéressé d'arrêter l'hécatombe par lequel on envoie... De là, ma question sur le guet-apens, Yann Brault. Oui. Bien, moi, je ne pense pas que c'était prémédité. Si on avait pu signer cet accord-là, Trump aurait dit, ben voilà, on a maintenant une garantie qu'au moment où... c'est une des idées qui mériterait d'être creusée davantage, mais j'ai l'impression que l'intérêt réel n'est pas dans les terres rares à court et à moyen terme, mais plutôt une espèce d'encadre-cadre, une entente-cadre mal définie, mais qui assurerait la mainmise des États-Unis sur ces ressources-là en s'assurant que ce ne soit pas la Chine, au final, qui ramasse les morceaux quand l'Ukraine aura tombé, en disant non, on a une entente, donc c'est les entreprises américaines qui seront là impliquées, qui seront sur le terrain. Donc ça aurait été une bonne entente pour M. Trump, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est au cœur de ses préoccupations. Ce dont on discute, c'est le réaménagement de l'ordre international avec la Russie, avec la Chine, avec les puissances nucléaires pour tenter d'éviter ce qui semble être une préoccupation réelle pour l'administration, c'est-à-dire le risque d'une troisième guerre mondiale. Bien que les minéraux stratégiques sont quand même très importants, face à la Chine qui est tellement dominante sur le plan économique avec les minéraux stratégiques. Justin Massy, est-ce que la paix peut se faire avec les États-Unis? Et maintenant, je pose aussi la question, est-ce que la paix peut se faire avec Volodymyr Zelensky? Je vous dirais, tout l'échange qu'on a vu, là, incroyable aujourd'hui, est une question de définition. Parce que pour Donald Trump, la paix, c'est le cessez-le-feu. Pour Zelensky, le cessez-le-feu, c'est pas la paix. C'est une guerre qui s'en vient. Parce que ce que Zelensky essayait de dire de manière très maladroite, c'est on a eu un cessez-le-feu en 2014 et ensuite en 2015, et néanmoins, la Russie nous a attaqué complètement en 2022. Et donc, si on fait un autre cessez-le-feu en 2025, qui nous dit que l'année prochaine, on ne va pas être attaqué à nouveau? Donc, on ne veut pas un cessez-le-feu. L'Ukraine veut la paix. Une paix durable qui passe par des protections, des garanties de sécurité. Et c'est ça qu'il essaie de dire maladroitement. Et J.D. Vance, lui, interprète ça en disant « Ah, vous ne voulez pas la paix, vous ne voulez pas cesser le feu. » Parce que pour lui, un cessez-le-feu, c'est la paix. Il ne voit pas plus loin que simplement l'arrêt des attaques actuelles là, de la Russie en Ukraine et que s'il n'y a plus de missiles, ben voilà, le deal est signé, on peut rentrer chez soi. Donc, l'administration américaine a une vision très à court terme, très court-termisme de mettre fin et de signer ce deal-là, alors que l'Ukraine, elle, voit son existence à venir. Donc, tout est là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un cessez-le-feu? Seulement si on a une paix durable, selon les Ukrainiens. Pour les États-Unis, la paix durable n'est pas si importante que ça. On veut le cessez-le-feu immédiat. Il a dit, Donald Trump, à Zelensky, vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale, vous n'avez pas les bonnes cartes en main. Est-ce qu'il a raison de dire ça, le président Trump? Yann Brault.
Malheureusement, je le pense. L'Ukraine, la seule chance pour l'Ukraine de mettre un terme à cette guerre-là de façon favorable et durable, bien, ça présuppose l'évacuation par la Russie des territoires qui sont occupés depuis 2014, incluant la Crimée. Et ça suppose au final un renversement de régime en Russie où on aurait une nouvelle administration post-Poutine qui serait... Alors, bref, les conditions de ce que l'Ukraine estime être un cessez-le-feu durables sont complètement inadmissibles et inenvisageables tant en Russie qu'à Washington, puisqu'on fonde notre jugement sur l'équilibre réel des rapports de force sur le champ de bataille. Et forcé de constater depuis l'été 2023, où l'effort de la contre-offensive ukrainienne s'est soldé par un échec, qu'on est dans une situation qui est plutôt favorable à la Russie, dans cette guerre-là d'attrition. Pourquoi? Parce que la Russie accorde à ce conflit-là une importance beaucoup plus grande que dans les chancelleries occidentale, parce qu'elle est essentiellement une puissance qui exporte des ressources naturelles qui sont, malgré le régime de sanctions impressionnant qui a été mis en place depuis 2022, qui rejoignent assez facilement les marchés financiers. On voit que la rente énergétique, la rente extractive en Russie n'a pas diminué considérablement, ce qui laisse croire à Poutine qu'on peut continuer de maintenir cette guerre-là pendant des mois, voire des années. Alors, pour l'Ukraine, la seule chance consiste à entraîner les chancelleries occidentales et au final, les États-Unis dans une confrontation directe avec la Russie. Ouais. Et c'est ce scénario-là, catastrophe, que Trump tente d'éviter par tous les moyens. Et comment le faire? Bien, il doit le faire en revoyant la façon dont on perçoit le gouvernement de Zelensky, en tentant de lui faire porter le fardeau de la responsabilité de cette guerre-là, qui est une aberration intellectuelle monumentale, mais qui, avec une stratégie de relations publiques assez fine, pourrait finalement convaincre la majorité de l'électorat américain. En fait, c'est le pari qu'on fait, je pense, à Washington actuellement. Très bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.